Ok les gens, on est là pour parler de l'épisode 2 de House of Dragon. Bon, déjà je suis assez surpris quand même parce que on nous avait balancé un trailer pour l'épisode 2, mais genre j'ai l'impression que toutes les scènes du trailer, quasiment elles étaient pas dans l'épisode, peut-être une ou deux. Donc je sais pas, pourtant il y avait bien écrit trailer épisode 2, mais j'ai l'impression que c'était plus un trailer de la saison en fait. Mais bon, c'est pas grave. Spoiler alerte, l'épisode était bien quand même, mais vraiment très différent de ce à quoi on pouvait s'attendre après avoir vu le trailer. Déjà, il y a une première grosse surprise, même si ça avait un peu fuité sur les réseaux. Il y a un générique au début, voilà, j'espère que les gens qui étaient décontenancés par l'absence de générique ils se sentent mieux. Moi franchement, je trouvais pas ça dérangeant qu'il y ait juste un petit logo qui apparaisse. De toute façon, les génériques, tu les zappes. Voilà, la plupart des séries maintenant c'est des génériques rapides. Hein. Mais bon voilà, le générique il est sympa, hein. C'est un peu le même concept que le générique de Game of Thrones, tout en étant forcément différent. On présente pas les différentes familles de Westeros, on est plus centré sur les Targaryens. Donc voilà, c'est sympa. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo pour analyser le générique et qu'est-ce qu'il nous raconte, parce qu'il raconte des choses comme le générique de Game of Thrones aussi. La musique c'est la même. C'est pas une prise de risque, mais au moins ça évite de se tromper, de faire n'importe quoi, d'avoir une mauvaise musique qui peut décevoir les gens. Donc je trouve qu'il la joue plutôt intelligent là-dessus, même si c'est vrai que c'est un peu gênant quand même dans le fond que ça soit un peu la même musique, parce que la série House of Dragon elle a pas sa propre identité. Est-ce que chaque spin-off va avoir la même musique? Ou est-ce que c'est la musique de l'univers? Bon, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas ça qui va t'empêcher de dormir. Mais bon, ça va, ça passe. Ils ont pas fait de faute de goût au moins. Envoyez-nous. Ce n'est pas si simple que ça, Rhaenyra. Alors, du coup, c'est un épisode qui est beaucoup plus centré sur la vie à Port-Réal, les enjeux politiques, etc. Il n'y a pas d'action vraiment. Du coup, on commence par un conseil du roi. Pour illustrer les jeux de pouvoir, il n'y a rien de mieux. On apprend quoi? Il y a un petit conflit quand même contre les cités libres. Donc ça, c'est sympa parce que c'est pas forcément un truc auquel on aurait pu s'attendre, tu vois. On aurait pu s'attendre à des guerres vraiment internes, des jeux de pouvoir et tout. Mais quand même, ils étendent l'univers. On va peut-être en apprendre encore un peu plus sur les cités libres et tout. Donc au final, ça peut être pas mal. On voit que Corlys, il s'oppose un peu à l'ensemble du conseil, au roi, etc. Parce qu'il est inquiet pour lui, hein, parce que c'est lui que ça touche vraiment, parce que les routes commerciales pour ses bateaux sont bloquées. Donc c'est lui qui est le plus touché. On apprend pas mal de choses qui se sont passées depuis l'épisode 1. Daemon s'est réfugié à Père Dragon, avec les manteaux dorés. Il a pris un peu possession de Père Dragon. Parce que il estime tout simplement être l'héritier, hein. Ça, comme on l'a déjà vu, il n'y a pas de surprise. Bizarrement, Rhaenyra continue de servir le vin. Donc je sais pas, est-ce que genre Geoffrey il servait le vin quand le roi Baratheon il était là? Je sais pas, est-ce que c'est une tradition que tous les héritiers vont faire, ou c'est parce que c'est une femme? Si c'est parce que c'est une femme, mais qu'elle est censée devenir leur reine, faudrait peut-être qu'elle arrête de leur servir le vin. De toute façon, ça va être dit plus tard dans l'épisode, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Elle essaie un peu d'intervenir, mais elle se fait recaler gentiment par son père, qui franchement il est dans la demi-mesure. En même temps, il est dans la demi-mesure, même avec les gens qui lui manquent de respect. Donc heureusement qu'il l'est aussi avec sa fille. Mais finalement, quand elle doit elle doit recruter un garde pour la garde royale, ça sera Sir Criston. Waouh, une prononciation chaotique. C'est lui qui avait battu Daemon au tournoi dans le premier épisode. Elle le recrute contre l'avis de Otto, la main du roi. Du coup, elle s'impose à lui quand même. Elle impose son caractère et tout. Donc franchement, bien joué. Elle s'est bien rattrapée sur la fin. Et une bonne scène d'introduction, je trouve. Ceci était l'Anogrion. Ensuite, il y a une scène avec Viserys et Alicent. Ils sont devant la maquette. Alors, certains pensaient que la maquette qu'il est en train de faire, enfin, c'était un peu ce qu'on apercevait dans justement le générique de Game of Thrones, entre guillemets, mais en fait, pas du tout. C'est une maquette qui représente la capitale valérienne
l'époque de la grandeur de l'Empire. Donc on sent qu'il est très attaché à Valyria et à toute son histoire. Il dit que l'Empire était incroyable, hein, il y avait plus de 1000 dragons. Alors est-ce que c'est une façon de parler ou est-ce qu'il y avait vraiment 1000 dragons? C'est possible, en tout cas ça laisse à penser qu'ils étaient vraiment surpuissants. Puis sa relation avec Alicente, elle est développée. Alors moi je suis un peu naïf, je me dis est-ce qu'ils couchent vraiment ensemble? Est-ce que c'est quoi leur relation? Ça a l'air d'être une confidente. En tout cas on voit qu'elle est très proche de lui. Lui il se confie beaucoup à elle, il lui dit je suis inquiet pour ma fille, comment je peux être plus proche d'elle, tout ça. Elle le confie elle le conseille gentiment. Donc ça a l'air plutôt ok leur relation. Tu sens qu'il y a, voilà, elle commence à avoir un peu d'influence sur lui. Je dirais pas du pouvoir, mais de l'influence. Donc forcément, ça va avoir un impact plus tard. Et surtout qu'on va voir dans les autres scènes, le rôle qu'elle prend est vraiment... Elle va avoir du pouvoir sur la décision du roi. Ils essaient déjà de marier mon père et de trouver un autre héritier que moi. Ensuite, tu vois, il y a la scène où Alicente est toujours là. Cette fois, elle est avec Rhaenyra. Du coup... Rhaenyra lui expose les problèmes de son point de vue qu'elle a avec son père. Et Alicente, elle joue quand même finement le truc. Elle lui dit pas ton père m'a dit ça. Elle garde le secret parce que son père, le père de Rhaenyra, Viserys, il veut qu'Alicente garde le secret. Mais elle sait ce que Viserys pense. Elle sait ce que Rhaenyra pense. Et du coup, elle conseille Rhaenyra et elle conseille Viserys pour que leur relation s'arrange. Et sans tirer forcément profit. Donc voilà. Mais on sent quand même que vraiment elle prend un vrai rôle. Et que là... elle est influente auprès du roi et de son héritière, la princesse. Il y a un petit jeu de Littlefinger quand même derrière tout ça, même si elle a l'air moins manipulatrice pour l'instant, parce qu'elle est jeune, mais bon, on sait que l'univers de Port-Réal va forcément l'endurcir, quoi. Donc voilà, on apprend aussi que Rhaenyra, elle est inquiète des trahisons qui peuvent arriver depuis qu'elle a été nommée héritière, et elle n'est pas aussi super fan de l'idée que son père puisse se remarier un jour. Et l'idée qu'il y ait un nouveau héritier, qu'elle dégage, quoi. Je pense que c'est pas forcément qu'elle perde le pouvoir qui l'inquiète, mais plus se dire, s'il y a un nouvel héritier, là, tous les mecs, ils vont me tomber dessus. Ça, c'est plus ça qui l'inquiète. Donc, voilà, c'est encore une scène, comme la plupart des scènes qu'il va avoir dans cet épisode, où on apprend des choses. Il n'y a pas full action, mais on apprend des choses. Il se passe pas rien, quoi. Votre flotte est l'un des atouts les plus précieux du royaume, Lord Corlys. Alors ensuite, il y a la scène avec Corlys et Rhaenys. Rhaenys, la cousine de Viserys, qui a un moment été pressentie pour avoir le pouvoir, mais les suzerains avaient choisi Viserys. Tout ça, c'est la scène d'intro du premier épisode, je vous apprends rien. Moi, j'ai trouvé ça intelligent de la part de Viserys, et pour moi, ça fait partie de toute la complexité de ce personnage. C'est que parfois, il va agir intelligemment, c'est-à-dire que là, il va voir Corlys. Corlys, il était en désaccord devant tout le monde, au conseil du roi, etc. Il s'est dit quoi? Non, je vais calmer le jeu, je vais le voir en aparté, comme ça, Corlys, il se sent important. C'est bien joué, franchement, c'est bien joué, et il écoute vraiment Corlys. Corlys, on sent aussi que c'est un mec, il est intelligent, tu vas pas lui faire à l'envers, tout de suite, il établit la situation du fait que Viserys, il est trop passif. Daemon qui prend le pouvoir à Père Dragon, Viserys qui n'agit pas quand il y a des gens qui attaquent la flotte. Voilà, Viserys est trop passif. Corlys, il lui dit poliment, mais il lui dit quand même. Il lui dit que là, frère, faut agir. Et du coup, il lui propose une solution. Il lui dit, moi j'ai une fille, on est une famille valérienne, je suis marié avec ta cousine, quoi de mieux qu'unir deux familles valériennes ensemble. Ça s'est déjà fait de toute façon à Westeros, que les Targaryens ils se marient avec la maison de Corlys, donc avec les Vélarions. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intelligent, et de toute façon on va voir dans le reste de l'épisode que c'est quelque chose d'intelligent. Corlys, il joue pour sa maison, forcément il va pas faire de la charité, mais ce qu'il propose, c'est cool aussi pour le roi, parce qu'il faut savoir que Corlys, il gère la flotte, ça va renforcer les liens, et là la flotte c'est un enjeu de premier ordre, parce que la flotte se fait attaquer. Bon, on sent quand même que Corlys, s'il peut placer le fait que sa fille Laena ait un fils avec Viserys, ça sera lui l'héritier, et on dégage Rhaenyra. C'est quand même ce qu'il propose. Mais voilà, en tout cas, cette scène, je trouve que elle est habilement jouée par Viserys et Corlys. Les deux sont intelligents et font les choses bien, dans leur intérêt, c'est normal, mais ça n'en est pas dans de la trahison pour l'instant.
Donc là, t'as la scène de repas entre Viserys et sa fille Rhaenyra. Bon, tu vois, Rhaenyra lui annonce qu'elle a fait son choix pour la garde royale. Le père, il valide, il lui dit c'est cool, petit sourire. Bon, ben ça passe. De toute façon, tu sens que Viserys, il aime sincèrement sa fille. Enfin voilà, c'est pas un amour malsain, quoi que ce soit. Il se sert pas d'elle. Voilà, il est cool et il l'aime profondément. Il a quand même du mal à lui annoncer qu'il doit se remarier. Tu vois, Rhaenyra a fait un pas vers lui pour lui parler sur les conseils d'Alicente. Mais tu sens qu'ils ont du mal encore à communiquer. Mais il y a quand même un premier pas. Il lui dit, voilà, il essaie de lui dire qu'il doit se remarier, mais ça sort pas. Elle lui dit quand même qu'elle reconnaît qu'elle aurait pas dû prendre la parole dans le conseil restreint. C'était plutôt dans la journée, je pense. Lui dit, écoute, c'est pas si grave. T'es jeune, tu fais des erreurs. Bon, c'est quand même cool, tu vois, c'est pas un père autoritaire qui pète un plomb, tu m'as manqué de respect devant tout le monde, etc. Non, ça va, il est mesuré. Franchement, Viserys, parfois, il peut vraiment être très mesuré. C'est ça que j'aime dans ce personnage. C'est pas un personnage excessif comme son frère. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pas un Joffrey comme dans Game of Thrones, quoi. Le mec, il fait des erreurs, certes, mais quand même, il est réfléchi. Il fait des erreurs que, je sais pas, nous, demain, on a des responsabilités, on va faire des erreurs aussi. Ben, il en fait, mais il est pas bête. Mais bon, malgré tout, tu sens, la scène, elle finit un peu sur des non-dits. Il y a eu des efforts de fait de chaque côté, mais la communication, elle est pas encore là pour l'instant. Ensuite, il y a une scène que moi j'attendais un peu entre Rhaenyra et Rhaenys. Rhaenys, c'est la reine qui n'a jamais régné. Voilà, on sait très bien qui c'est. Parce que en fait, moi je serais à la place de Rhaenys. Comment vous dire ça? J'aurais la rage. Parce que je suis passé à 2 doigts d'être sur le trône, mais j'ai pas été sur le trône parce que je suis une femme. Et combien de temps après, je sais pas, 15 ans après, il y a une femme qui est à 2 doigts d'être sur le trône. J'aurais un peu la rage, mais tu sens que c'est pas forcément qu'elle a la rage. Elle préfère prévenir Rhaenyra que elle pourra pas être reine. Alors, d'un côté, ça a l'air d'être un jugement, un avis plein de sagesse, mais peut-être qu'il est aussi un peu trop dicté parce qu'elle a vécu. Parce qu'elle s'est fait recaler, mais Rhaenyra, elle n'est pas tout à fait dans la même position. Son père l'a imposé. Mais c'est vrai qu'on est obligé de constater que ça crée des problèmes et que même les gens qui la soutiennent officiellement, ils essaient de trouver une solution pour qu'il y ait un héritier. Même la main du roi, le grand maître, ils disent ouais, remariez-vous, puis faites des enfants, on verra. Si c'est des hommes, bah, il sera toujours temps de revoir si Rhaenyra sera la reine. Tu sens qu'ils sont pas à l'abri de mettre un petit poison pour Rhaenyra, qu'elle meurt, et s'il y a un fils, tac, ils prennent le fils. Donc elle avertit de ça, et quand même, il y a un dialogue sincère entre les deux. Rhaenys dit quand même qu'elle est pas ravie pour sa fille de 12 ans, qu'elle aille se marier avec le roi, même si on est dans l'univers Game of Thrones et qu'il y a des mariages super jeunes. Bon, c'est vrai, 12 ans, ça fait bizarre. Et en plus, 12 ans, quand tu vois la fille à l'écran, si tu me dis qu'elle a 8-9 ans, ça va, je te crois, quoi. Non, franchement, ça fait un peu bizarre, mais t'apprends quand même, elle a assez mal digéré ce qui lui est arrivé, qu'on lui retirait le trône. Et si elle peut venir foutre la pagaille, pour rester poli, elle va le faire, ça c'est sûr. Encore une scène de repas, mais cette fois entre Viserys et Alicente. Donc voilà, vraiment ça montre que leur relation elle devient encore plus proche. Elle lui offre un petit cadeau, elle a réparé la petite statue qui était cassée de l'œuvre de Viserys. Donc tu lui dis oh c'est super, t'es trop mignonne, t'es trop gentille, t'es attentionnée, c'est super. Donc voilà, elle gagne des points encore. Il lui fait encore plus part de ses doutes. Donc vraiment là l'épisode nous montre que Alicente elle rentre vraiment dans le cercle de confiance de Viserys. C'est autant bien joué par Alicente elle-même, même si elle le fait à contre-cœur, tu vois, elle s'enlève la peau des ongles, etc. Et puis son père il la place là, pas pour rien. Je sais pas si son père il avait prévu ça dès le début, qu'elle soit choisie comme reine, ou si juste il voulait que ça soit une femme de confiance du roi pour qu'il puisse se confier à elle, etc. Et avoir encore un peu plus d'emprise sur lui. En tout cas, vraiment, avec la fin de l'épisode, on va voir qu'Otto il a bien joué son coup et qu'Alicente, elle maîtrise bien aussi les jeux de pouvoir. Et je pense qu'à un moment, elle va en avoir marre que son père la prenne pour sa petite, entre guillemets, et elle va prendre son indépendance et elle va bien trahir son père, je pense. À la fin de ce repas, il y a Otto qui vient chercher le roi parce qu'il y a un conseil restreint d'urgence. Donc là, un peu état de crise, qu'est-ce qu'on apprend ? Daemon aurait volé l'œuf
Et pas n'importe quel œuf, l'œuf qui était destiné au fils de Viserys, qui est mort-né au premier épisode. Donc voilà, Daemon, là, l'acte de rébellion commence. Il a déjà commencé, il a quand même envahi Père Dragon sans l'autorisation du roi. Mais là c'est un second affront. Et en plus, Daemon, il se fout vraiment de la gueule de son frère. Il va se marier avec donc Lady Mysaria. C'est la fille avec qui il couchait. C'est une prostituée, hein, je pense, tout simplement. Il l'invite à son mariage avec elle. Donc là, c'est un peu aussi, il se fout de sa gueule. T'as tous les membres du conseil, tu sens qu'ils sont là en mode, il faut réagir, là, c'est pas possible, vous faites quoi, là? Donc lui, forcément, il réagit au quart de tour, il se dit, c'est bon, j'y vais, je vais faire un tête-à-tête avec mon frère, je vais lui remettre un peu les idées en place, parce qu'à un moment, il dit, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je le mette, je l'envoie au mur? Vous voulez que je mette sa tête sur un piquet? Bon, mais ça rappelle quelques trucs qui sont passés dans Game of Thrones, quand même. Et j'ai envie de te dire, il y a d'autres souverains qui l'auraient fait, et bon... On va pas se plaindre dans cet univers de voir quelqu'un d'un peu d'humain, mais malheureusement, la demi-mesure, c'est ce qui va le conduire à sa perte, le pauvre Viserys. Enfin, moi j'ai l'impression, hein, c'est pas un spoiler, hein, je sais rien, je découvre chaque semaine. Donc voilà, mais la main, Otto, finit par y aller, elle dit au roi, non, c'est pas une bonne chose que vous y allez, moi je vais y aller plutôt. Alors là, tu te dis, est-ce qu'il fait vraiment ça pour protéger son roi, ou est-ce qu'il fait ça pour son propre intérêt? Mais la scène d'après, elle nous fait comprendre qu'il fait ça plus pour préserver son roi, parce que, bon, peut-être pour se faire bien voir, en mode pour lui dire, vous voyez, c'est moi qui ai sauvé la situation, mais c'est plutôt pour le roi. Je pense que quand même c'est un mec, il sait qu'il faut qu'il soit là pour préserver le pouvoir. Il était déjà la main du temps du roi d'avant, donc lui il est là vraiment là pour préserver le pouvoir et pour pas faire n'importe quoi, et pas pour devenir roi à la place du roi, tout simplement. Non, il essaie vraiment de stabiliser son royaume. C'est pas le mec le plus sain de l'univers, ça c'est sûr, mais quand même, il fait son travail. Et donc ensuite, il y a l'affrontement Otto-Daemon à Père Dragon. Franchement, c'est une scène où il n'y a pas vraiment de conflit, hein. Les épées sont sorties, mais personne ne va se taper, personne ne va mourir, mais il y a une tension, tu vois, il n'y a pas d'action réellement. Mais voilà, c'est vraiment une scène de guerre froide. J'étais pas à la guerre froide, hein, mais c'est comme ça que j'imagine. Les troupes, elles se font face, et ça peut démarrer à tout moment. Il y a, Otto, lui, il rentre directement dans les insultes. Il insulte la future femme de Daemon. Il l'insulte lui-même, de toute façon. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi, ça s'échauffe. Ça sort les épées, ça se menace. Le dragon de Daemon arrive. Otto il se calme, de toute façon il vaut mieux qu'il se calme, hein, sinon il va finir brûlé. Après je sais pas si Daemon réellement il aurait brûlé la main du roi, c'est parce que là c'est une déclaration de guerre. Après il sait que son frère, il pense que son frère va jamais rien faire, donc peut-être qu'il va se permettre. Donc là la situation, tu te dis bon ok, Otto il est perdu, et là il y a une petite scène, il faut avouer stylée, le dragon sort des nuages, Rhaenyra arrive, et elle calme le jeu, franchement elle calme le jeu. Elle s'impose autant auprès de son oncle qu'auprès d'Otto d'ailleurs. Elle montre qu'elle est digne du rôle de chef, de reine, mais de chef d'État en fait. Donc, et en plus, elle montre son sang-froid, son intelligence. Elle parle toujours en vieux valérien avec son oncle. Elle lui dit, en gros, si tu veux prendre le pouvoir, faut que tu me tues, tue-moi. Et en gros, tu veux un œuf pour le berceau de ton fils, c'est pour ça que tu as volé l'œuf de mon frère, qui est mort. Mais est-ce que ta femme elle est enceinte même? Le jour où elle sera enceinte, on trouvera un œuf quoi. Et lui, Daemon, il est con face à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Donc du coup, il lui montre... Non, elle montre plutôt qu'elle a du sang-froid, du courage, qu'elle a pas peur et qu'elle est intelligente. Donc forcément, Otto le prend mal. Daemon le prend un peu mal aussi, même s'il rend l'œuf. Et là, je vais dire, première scène où Rhaenyra elle montre qu'elle est badass. On enchaîne avec la scène entre Viserys et Lord Lyonel. Donc il siège au conseil. Hein. Pour l'instant, on sait pas grand-chose de plus de lui. Moi, ce que je sais de plus de lui, je l'ai lu sur Internet. Je pense que ça sert à rien pour l'instant qu'on en parle. Ça risque de spoiler. Et c'est pas dit encore que la série suive ce qu'il a écrit. Parce que déjà, c'est un personnage où au début, Martin, il avait pensé à des choses pour lui. Et il a réécrit le personnage après. Donc il a changé de rôle. À la base, pour Martin, il voulait que ça soit
le père des enfants de Rhaenyra. Puis ensuite ça a changé. Donc on sait pas vraiment ce qui va être dans la série, donc ça sert à rien de trop aborder ça en détail. En tout cas, Lord Lionel, l'impression qu'il fait, c'est un good guy. Hein. Franchement, c'est le mec, tu lui poses des questions, il te répond, il a pas l'air bête. Il faut le prendre en tant que main du roi à la place d'Otto. J'ai plus confiance en lui, mais en même temps, il est peut-être un peu trop tendre. J'ai peur qu'il se fasse un peu trop manipuler ou tuer dans un couloir. Contrairement à Otto qui a l'air un peu plus manipulateur. Mais bref, c'est pas le cœur de la scène. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette scène? Viserys, il dit qu'il se méfie de Corlys. Il dit ouais, depuis que j'ai été mis sur le trône, Corlys il me regarde comme quelqu'un qui veut prendre ma place. Donc, Lionel il dit mais en même temps, frérot, tout le monde veut prendre ta place. Enfin, tous les gens qui ont envie d'avoir le pouvoir veulent prendre ta place, quoi. T'as plus l'impression en fait qu'il cherche des excuses pour pas se marier avec la fille de Corlys. Parce qu'en fait, il fait trop rentrer les sentiments en jeu, le mec. Et non, il veut pas se marier parce que, bon, c'est vrai, elle a 12 ans. C'est bizarre. Mais ça s'est déjà fait dans cet univers-là. Et puis, même dans le nôtre, il y a déjà eu des mariages avec des filles aussi jeunes. Mais lui, il fait trop rentrer dans les sentiments. Il est encore amoureux de sa femme. Et il a besoin de quelqu'un avec qui il partage quelque chose, avec qui il a une connexion. Parce qu'il le dit à un moment, il dit, je la connais si peu. Mais bon, voilà, Lord Lionel, il lui dit, en tout cas, il n'y a pas de problème. Certes, Corlys, il joue pour sa maison, il joue pour lui, mais ce qu'il vous propose, c'est cohérent et ça vous sera utile à vous aussi. Ça va vous renforcer comme ça va le renforcer lui. Mais bon, Viserys, voilà, on est en doute. Est-ce qu'il a été convaincu ou pas? Parce que ce qu'on lui dit, c'est du bon sens. Se marier avec la fille de Corlys, c'est la bonne chose à faire. D'un point de vue pouvoir. Après, d'un point de vue éthique... ça se discute, moi je dirais que non, mais si tu suis que ton éthique, tu vas pas aller loin. Tu m'as désobéi. Bon, ensuite, on a la scène tant attendue où Rhaenyra va se faire engueuler par Viserys parce qu'elle l'a pas écouté. Franchement, qu'il soit énervé et qu'il lui fasse une petite remise à l'ordre, c'est normal. Elle s'est mise en danger, elle a risqué sa vie, et en plus, elle le décrédibilise un peu auprès des autres parce qu'elle agit sans le consentement du roi, sans même lui en parler. Après, elle lui rappelle gentiment qu'elle a réussi, sans lui manquer de respect. C'est pas un conflit. C'est ça que j'aime bien quand même, chez Viserys et ses interactions. C'est pas du conflit bête et méchant. C'est quand même le mec qui essaie de réfléchir. Moi, il me semble plein de bon sens. Mais pourtant, il va se faire écraser. C'est triste. Tu vois, c'est pas non plus comme Ned Stark qui, lui, était là... giflez-moi, je vous tends l'autre joue et c'est vous qui vous ferez mal à force de me gifler. C'était trop de bon sens, trop de gentillesse, c'était même plus du bon sens. Viserys c'est un peu plus équilibré, mais bon, je critique pas Ned Stark, il est moins charismatique et je pense que il voit moins bien le jeu de pouvoir que Ned Stark. Mais bref, il est énervé à juste titre, Viserys. Rhaenyra le calme comme il se doit. Et ça leur permet finalement de se discuter, quoi, de se parler, d'échanger. Il finit vraiment par se confier sincèrement à sa fille. Il lui parle que ben voilà, la mort de sa femme, de sa mère à Rhaenyra, ça a été douloureux pour lui. Il savait pas comment gérer la situation. Bon, mais ça, c'est des situations classiques, hein, que tu pourrais voir dans plein de séries, même contemporaines, enfin qui se passent à une époque contemporaine, quoi. Il parle de l'absence de sa femme, c'est difficile à vivre pour lui. Il dit qu'il a il avait du mal à comprendre que sa fille grandissait. Voilà, interaction père-fille, ça va, tout est normal. Et il lui parle enfin intelligemment et il lui dit bon écoute, moi je vais jamais oublier ta mère, mais je dois me remarier. Tu vois, dans beaucoup de séries, il y aurait eu des non-dits, ils osent pas se le dire, etc., etc. Là, c'est dit, c'est simple, efficace, il n'y a pas d'histoire. Donc ça encore, preuve d'intelligence de Viserys. Là, je me suis dit, en fait, Viserys, il agit intelligemment dans cet épisode. Contrairement à l'épisode 1 où il avait fait quelques erreurs, je me dis, en fait, là, il se rattrape. Je me dis, c'est vraiment un personnage nuancé. C'est vraiment appréciable de le voir. Bon, ce sentiment-là que j'ai eu, il va pas durer longtemps. On finit c'est quasiment la dernière scène de l'épisode. L'avant-dernière, en fait. C'est au conseil restreint. Donc, après que... Viserys s'est parlé avec sa fille, qui lui a dit « Bon, je vais être obligé de me remarier, mais j'aimerais toujours ta mère, mais t'inquiète, je vais pas changer d'héritier, c'est toi que je veux. » Il y a cette scène du conseil restreint. Donc il est là pour annoncer qu'il va prendre une nouvelle femme. Bon, tu vois Corlys qui sourit en coin,
Sauf que là, il annonce quoi? Il va se marier avec Alicent Hightower. Ok, donc moi je vous rappelle juste que la dernière fois dans Game of Thrones, on a privilégié un mariage de sentiments plutôt qu'un mariage pour des pouvoirs politiques. Ça s'est mal fini. Je pense que vous avez la référence des têtes qui sont tombées. Donc, ça sent pas bon pour lui. Choisir Alicent parce que tu te sens proche, ok c'est cool, mais bon tu vas perdre, tu vas tout perdre. Il aurait pu la garder en tant que maîtresse, c'est le roi, il fait ce qu'il veut. J'ai pas l'impression qu'Otto il aurait été contre. Donc je pense qu'en plus Otto il voulait pas forcément placer sa fille comme reine, il en espérait même pas autant, il est pas contre, je pense que ça se voit, il est content. Mais juste qu'elle soit une femme influente auprès du roi, déjà ça le suffisait. Donc bon, comme tu peux imaginer, Corlys il prend mal les choses. Lui, il est là, il a fait son petit jeu, il a avancé doucement pour placer sa fille. Et là, devant tout le monde, non, c'est pas ta fille que je vais prendre. Forcément, il le prend mal. Viserys, il s'impose face à lui, il lui dit hey, je suis votre roi, tu te calmes, j'ai pas pris ta fille, je fais ce que je veux et tu vas l'accepter. Viserys, il s'en va. Rhaenyra, tu sens, elle regarde mal Alicent parce qu'elle se dit t'es ma pote, tu te maries avec mon père, je suis pas au courant. Ça fait beaucoup. Donc je sais pas. Moi je voyais beaucoup un duo Alicent et Rhaenyra dans la suite de la série. Je sais pas si ce duo va être mis à mal ou si moi vont finir par se pardonner par la suite. On va voir ça. Mais ça m'intrigue un peu ce qui va se passer entre elles. Puis Rhaenyra elle est aussi, tu vois, après un peu énervée contre son père aussi. Et elle quitte la salle. Du coup t'as Corlys et Rhaenyra qui quittent la salle. Otto qui est content, mais bon voilà, le choix de Viserys pour moi il est nul parce que ok tu prends d'un point de vue politique il est nul parce que Otto il aurait été fidèle au roi quoi qu'il arrive, donc là tu renforces une alliance qui était déjà forte. Tu vois, je veux dire il a de l'expérience politique, il sait très bien qu'il faut renforcer avec les gens qui sont forts mais qui sont pas forcément trop proches de toi pour l'instant. Donc voilà, une erreur de sa part et tu dis bon ben voilà, t'es un bon gars, t'es gentil, t'es un être humain normal en fait. Mais c'est pas ces êtres humains là qui réussissent à Port-Réal. L'origine de la maison Velaryon remonte à l'ancienne Valyria. Elle est plus ancienne encore que la maison Targaryen. Certains textes en témoignent. Et pour finir, la dernière des dernières scènes de l'épisode, où on rentre dans de la trahison. Corlys qui parle avec qui? Avec Daemon. On apprend un petit truc intéressant, c'est que selon Corlys et selon certains écrits, la famille de Corlys serait encore plus ancienne que les Targaryens. Bon, ça peut être cool, à voir. Bon, ben voilà, Corlys, en gros, il dit on va s'associer. Daemon, il dit ça me paraît évident. Et voilà, ça se fait quoi, en gros. Bon, t'as quand même une petite scène où Daemon il parle mal de son frère, Corlys il prend la confiance, il parle mal aussi de Viserys, et Daemon il lui dit moi je peux parler mal de mon frère, mais pas toi, respecte-le. Et voilà, Corlys demande l'aide de Daemon, Daemon va sûrement envoyer son dragon pour aller faire du mal un peu aux rebelles des cités libres qui s'attaquent à ses bateaux, et puis ensuite Corlys va rendre hommage à Daemon. En s'associant avec lui et en combattant un peu en Viserys. Peut-être en douceur de l'intérieur pour commencer, puis de manière frontale par la suite. En tout cas, si le royaume perd la moitié de sa flotte, ça reste important quand même. Donc voilà. Après, t'apprends quand même que Corlys, c'est un personnage, comme il le dit, c'est construit par lui-même. Tout ce qu'il a eu, il a obtenu par lui-même. Bon, il vient quand même d'une famille noble de Valyria, donc bon, il vient pas tout en bas non plus, mais comparé à d'autres nobles, il s'est battu pour avoir ce qu'il a. Bon voilà, je pense que c'est une association qui va faire du mal à Viserys, et là les pouvoirs, les forces sont très rééquilibrées, donc écoutez, on va voir ça la semaine prochaine, ce qui va se passer dans le prochain épisode. On va voir s'ils nous sortent un trailer, on va voir si on l'analyse aussi, je pense qu'on l'analysera. S'il y en a un, mais j'espère que ça sera un trailer avec des scènes qui se passent vraiment dans le prochain épisode. Et puis s'il n'y a pas de trailer ou s'il y a un problème, on fera une petite théorie sur ce qui peut se passer dans l'épisode 3.